Faire ses courses, remplir son frigo, renouveler diverses fournitures, s'autoriser quelques petits plaisirs, quoi de plus banal? Bon, pour la banalité, on repassera. Il est fort probable que vous ayez vu ce genre d'image circuler sur les réseaux sociaux, prétexte à une multitude de commentaires, parfois d'affirmations sociopolitiques en tout genre, comme si ces scènes suffisaient à illustrer cette période si particulière. Mais ces images sont-elles vraiment représentatives de la crise actuelle? Sommes-nous là face à des comportements irrationnels? Peut-on expliquer cette ruée dans les supermarchés par la simple peur de la pénurie? Posons-nous quelques instants et essayons de comprendre un peu plus ce que peut signifier faire ses courses en période de confinement. Face à une menace fictive ou réelle, pouvant compromettre notre accès à des biens ou produits, on peut observer certains comportements tels qu'un empressement à vouloir se procurer ce qu'on craint de voir disparaître. Et c'est semble-t-il à cela qu'on a pu assister, voire participer, au début de la crise. Dans la semaine du 9 au 15 mars, les ventes dans les magasins alimentaires en France ont enregistré une augmentation de 38% par rapport à l'année précédente sur la même période. Cette augmentation concerne principalement les produits alimentaires, les pâtes, les conserves, les fournitures essentielles et bien sûr, le papier toilette. Toilet paper, toilet paper, toilet paper. Le 17 mars 2020, au tout début du confinement, les chaînes d'information pouvaient diffuser ce type de scène. Non-respect des distanciations physiques, achats excessifs, achats incongrus, etc. Tout y est pour qu'on puisse affirmer qu'on est là face à des mouvements de panique, à des comportements irrationnels, démontrant que les individus ne sont pas capables de se conduire de manière responsable. Mais de telles affirmations sont-elles raisonnables? Certes, les comportements présentés sont pour la plupart problématiques à plus d'un titre, ne serait-ce que du point de vue sanitaire. Mais affirmer que ces comportements sont majoritaires, représentatifs d'un ensemble bien plus large, est une affirmation erronée. Plus dommageable encore, ce genre de jugement peut nous empêcher d'approfondir et de chercher à comprendre ce phénomène qui est souvent nommé achat de panique. L'achat de panique décrit un comportement d'achat inhabituel, mu par la peur d'une pénurie ou par la crainte d'avoir des difficultés à accéder à certains biens ou produits dans un avenir plus ou moins proche. Face à une menace réelle ou fictive, ces achats motivés par la peur de la pénurie peuvent favoriser l'apparition d'une telle pénurie. C'est ce qu'on nomme une prophétie autoréalisatrice. Voici comment le sociologue Robert King Merton l'a défini. La prophétie autoréalisatrice est une définition d'abord fausse d'une situation, mais cette définition erronée suscite un nouveau comportement qui la rend vraie. Autrement dit, même si le risque d'une pénurie est minime, une forte adhésion à croire cela possible engendrera des comportements de surconsommation, aboutissant à de véritables ruptures de stock, à des tensions dans les chaînes d'approvisionnement. C'est ce qui arrive quand de nombreux clients d'une banque craignent une faillite bancaire. Par crainte de perdre leur économie, ils iront retirer leurs dépôts et, ce faisant, ils participeront à augmenter les risques de faillite. On retrouve la même chose dans la finance, avec les bulles spéculatives. Ou encore, on peut retrouver ce phénomène lors de craintes liées aux pénuries de carburant. Que cette crainte soit fondée ou non, elle peut suffire à créer des tensions aux stations essence. Selon une première lecture des événements, il semble qu'on ait pu assister à ce type de phénomène en début de crise, dans de nombreux pays touchés, dont la France. Essayons de comprendre un peu mieux ces comportements d'achat en nous concentrant dans un premier temps sur 3 facteurs explicatifs que sont la réactance, les mécanismes grégaires tels que la preuve sociale et les messages contradictoires. Le principe même du confinement se traduit par une diminution importante et brutale de possibilités, se déplacer, aller travailler, voir des amis. Un tel bouleversement a des effets psychologiques immédiats, pouvant par exemple favoriser l'apparition d'une réactance psychologique. La réactance psychologique, mise en évidence par Breim en 1966, est un état de tension ou de motivation qui apparaît lorsque l'on prive l'individu d'un choix, d'une liberté, d'une action possible ou d'un comportement.
Face à une telle privation, l'individu sera motivé à rétablir ce dont on l'a privé. Il pourra même juger l'objet censuré ou interdit comme plus précieux, ayant une plus grande valeur. Lorsque la crise sanitaire a commencé à se préciser, la crainte d'une rupture de stock a pu, par réactance, enclencher des comportements de surconsommation. Par exemple, si je fais mes courses et que j'observe que certains articles, d'habitude disponibles en abondance comme les pâtes, sont bien moins accessibles, je pourrais être tenté d'en acheter davantage pour anticiper tout risque de rupture. Ce faisant, je participerai à mon tour à augmenter ce risque de rupture. Ce levier peut se compléter avec les comportements grégaires. Quand nous prenons des décisions, nous le faisons souvent en prenant en compte le comportement d'autrui. Les choix de nos pairs sont donc déterminants quant à nos propres actions. Prenons l'exemple de la preuve sociale. Nous l'avons déjà évoqué dans cet épisode d'XP, ou plus récemment dans la vidéo sur les fake reviews. Quand nous sommes plongés dans l'incertitude, que nous ne savons pas que choisir, nous allons nous fier par similitude à ceux qui nous ressemblent, c'est-à-dire ici aux autres consommateurs. Voir plusieurs individus faire leurs courses en prenant en priorité certains articles, comme les pâtes ou du papier toilette, pourra nous inciter à faire de même, par imitation et réaction. Ces comportements peuvent être diminués ou renforcés par les messages et images médiatiques et autres communications politiques. Si l'annonce d'un bouleversement social est soudain, les effets en seront plus grands. De la même manière, si les informations ne sont pas transparentes, ou pire, si elles sont contradictoires, cela pourra inciter les individus à redoubler de prudence, à préférer se projeter vers le pire et donc à agir en conséquence. Souvenez-vous, début mars, quand on a assisté aux premières tensions dans les magasins, les responsables n'ont pas manqué de rappeler qu'il n'y avait aucun risque de pénurie, qu'il fallait autant que possible faire ses courses normalement. Et pourtant, cela n'a pas empêché de voir apparaître des ruptures de stock. Pourquoi ? Tout simplement parce que le discours des autorités et des responsables entrait en concurrence avec les images médiatiques insistant sur les comportements les plus problématiques. Face à ces deux informations contradictoires, on peut être tenté de se fier à celle qui nous dresse le tableau le plus négatif, non pas par emballement, mais davantage par prudence. Non pas parce qu'on doute de l'abondance des produits, mais bien parce qu'on craint que le comportement des autres ne produise des ruptures. Autrement dit, les représentations médiatiques, par un effet de loupe, peuvent amplifier des comportements pourtant minoritaires et nous revoilà à nouveau piégés dans les rouages de la prophétie autoréalisatrice. Nous avons là quelques facteurs explicatifs qui peuvent nous aider à mieux comprendre ces achats de panique. Facteurs explicatifs qui peuvent paradoxalement nous conduire à remettre en cause l'idée même d'achat de panique. En effet, d'un point de vue individuel, ce type d'achat n'est pas nécessairement irrationnel. Certes, il peut être mu par la peur, l'anxiété, mais il n'en reste pas moins que de nombreux consommateurs se rationnent avant tout par calcul, stratégie, précaution et prudence rationnelle. L'idée de panique collective tient davantage du mythe que de la réalité. De nombreux travaux, études et observations des comportements face à une catastrophe ont déconstruit cette idée de panique de masse, nous montrant au contraire que face à l'adversité, les individus adopteront davantage des comportements d'entraide, de solidarité et de coopération. Donc non, des individus se battant pour du papier toilette n'est en rien une bonne illustration de nos comportements d'achat en période de crise. Cela fait figure d'exception, rendu visible par un effet de loupe et par notre inclination à partager ce type de comportement négatif sur les réseaux sociaux, notamment parce que ces images semblent justifier nos représentations et croyances anthropologiques. Pour déconstruire cette idée de panique irrationnelle, certains chercheurs comme Jocelyn Rode pourront même parler de panique rationnelle. Cela nous paraît tenir de l'oxymore, et pourtant, d'une part, si des comportements d'achat excessifs mus par une forte anxiété existent bien, ils ne sont pas majoritaires. Par contre, l'observation de ces comportements minoritaires peut pousser les autres individus à acheter des produits qu'ils n'avaient pas prévus initialement. Non pas par crainte de la pénurie, non pas sous l'impulsion de vives émotions, mais bien selon une réponse s'adaptant à ces comportements jugés comme excessifs et qui pourraient potentiellement compromettre des réapprovisionnements futurs.
D'autre part, à cela s'ajoutent des facteurs qu'on a tendance à sous-estimer ou à oublier et qui pourtant sont déterminants pour comprendre l'afflux des consommateurs dans les magasins. Qui dit confinement, dit fermeture des restaurants et des cantines scolaires. Or, de nombreux travailleurs avaient l'habitude de déjeuner en semaine à leur travail, et de nombreux parents avaient aussi l'habitude de laisser leurs enfants à la cantine. La quantité de nourriture à domicile n'était donc tout simplement pas adaptée à cette toute nouvelle situation. Autrement dit, lors des premières annonces de restrictions, beaucoup de Français étaient en incapacité de tenir ne serait-ce qu'une semaine chez eux avec leurs enfants, sans faire au préalable un minimum de courses. Dans ce cas de figure, nous ne sommes pas face à des comportements excessifs, mais bien à des réponses proportionnées à la situation qui deviennent problématiques en raison de leur ampleur, de l'imprévisibilité du phénomène et des difficultés organisationnelles qui en découlent. Cela doit nous inviter à bien faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de l'individuel et ce qui est de l'ordre du situationnel. Il faut penser ce phénomène d'achat de manière globale, systémique, et non le réduire à de simples caractéristiques individuelles. À noter aussi que ces comportements d'achat ont généralement lieu en début de crise, s'atténuant par la suite. Ce type d'achat est ponctuel, circonstanciel, ne dure pas dès lors qu'il y a organisation et coordination. En cela, bien que ces images médiatiques aient pu être largement partagées un peu partout, elles ne sont en rien représentatives de l'ensemble de la crise et peuvent au contraire fausser notre jugement quant à l'idée de panique collective. Au-delà de ces différents facteurs, il ne faut pas non plus omettre les explications motivationnelles et affectives. Faire des achats ne consiste pas seulement à répondre à une crainte de pénurie. C'est aussi une réponse psychologique, consistant à sentir que nous avons un certain contrôle sur les événements. Cela réduit en quelque sorte notre sentiment d'impuissance. Pour le dire plus simplement, faire des courses, se préparer, nous rassure, nous offre un sentiment de sécurité. Ce besoin d'être rassuré n'est d'ailleurs pas incompatible avec la mise en place de certaines stratégies. On préférera acheter les produits accessibles en grand volume et à longue durée, comme des packs de pâtes ou des boîtes de conserve, et on pourra le justifier ainsi. Si la crise dure longtemps, ce seront des produits précieux, d'autant plus s'il y a des tensions dans les chaînes d'approvisionnement. Si la crise dure moins longtemps que prévu, ils seront tout de même utilisés par la suite, sans risque de gaspillage. Le papier toilette coche en cela toutes les cases que nous venons d'évoquer. C'est un produit facile à obtenir, en grande quantité, qui se conserve à long terme et donc qui rassure. C'est l'un des facteurs qui peut expliquer ces scènes irréalistes sur les réseaux sociaux, avec l'apparition de certains hashtags. Cet emballement autour du papier toilette n'est pas un phénomène inédit, il a déjà pu être observé par le passé. On a pu le voir par exemple en 1973 lors de la crise pétrolière où des produits comme le papier toilette étaient venus à manquer, notamment au Japon. Ajoutons que le papier toilette n'est pas un produit comme les autres. En tant que produit d'hygiène corporelle, il a une fonction pratique associée à des besoins psychologiques. Face à une menace, et tout particulièrement en contexte de potentielle maladie, on essaye en priorité de combler les besoins que l'on juge les plus importants et qui nous rassurent quant à la sauvegarde de notre dignité. Car il y a bien une question de dignité derrière les produits d'hygiène, en ce sens que la crainte de ne plus pouvoir prendre soin de son propre corps, comme à notre habitude, sera vécue comme une réduction de notre propre estime personnelle. De plus, les personnes peuvent avoir déjà vécu des maladies et savoir que dans certains cas, cela nous prive de cette autonomie de prendre soin de notre propre corps. Ce besoin d'assurer son hygiène corporelle est également connecté au fait que nous sommes des animaux sociaux. Apparaître digne face à autrui, dans une situation où nous pourrions déjà être fortement diminués, nous est très important, car nous rassure quant à la peur d'un rejet social. Ainsi, accorder autant d'importance aux produits d'hygiène est une attitude parfaitement sensée pour se préparer un bon moral, un sentiment de sécurité et d'estime. Comment faire ses courses en période de confinement? Et comment pouvons-nous réduire certains jugements hâtifs? Ce type de comportement d'achat dit de panique qu'on a pu voir début mars est un phénomène ponctuel qui a eu tendance à se tasser par la suite, et cela restera sans doute ainsi, tout du moins tant que la situation de confinement sera celle que l'on connaît actuellement.
Certes, on peut encore assister à des tensions, peut-être même que de nouveaux produits seront plus tard touchés par des ruptures, mais de manière générale, la plupart des denrées essentielles restent disponibles, en dehors des masques, gants ou fournitures médicales bien sûr, mais c'est là une autre problématique qu'on ne saurait réduire à des achats de panique. Pour éviter d'alimenter des tensions dans les chaînes d'approvisionnement, on peut essayer, dans la mesure du possible, d'acheter les mêmes produits que nous avions l'habitude de prendre avant la crise. Cette nouvelle donne peut aussi nous donner l'occasion de tester de nouveaux modes de consommation. Par exemple, nous pouvons nous-mêmes confectionner sans risque certains produits, comme pour les produits ménagers. Nous pouvons aussi profiter du temps dégagé par le confinement pour entretenir, voire réparer des objets. Et si on se sent incompétent en la matière, on peut trouver sur la toile de nombreux tutos. Cela peut permettre aussi de créer des solidarités, faire les courses non pas seulement pour soi-même et sa famille, mais aussi pour ses voisins ou toute autre personne vulnérable. Différentes initiatives existent déjà. Ou encore, si cela vous est possible et dans le respect des mesures sanitaires, achetez aux commerces les plus fragilisés, voire directement auprès des producteurs. Faire ses courses est aussi l'un des rares moments où on peut croiser d'autres individus et donc où l'on peut porter des jugements parfois hâtifs et pouvant orienter par réaction notre propre comportement d'achat. Pour éviter ces jugements hâtifs, il faut prendre en compte la diversité des individus et des groupes. Face au manque, lorsqu'on doit se réapprovisionner, nous ne sommes pas tous à la même enseigne. Certains peuvent se permettre de faire leurs courses pour la semaine, d'autres non. Quand on vit dans un petit appartement avec plusieurs enfants, disposant d'un petit frigo et de peu d'espace de rangement, sans aucun moyen de transport personnel, il apparaîtra difficile, voire impossible de faire le plein de courses pour la semaine. Parfois, les personnes ne peuvent tout simplement pas faire le plein de courses car leurs moyens sont limités et ils doivent fractionner leurs achats en fonction des arrivées d'argent. Par conséquent, les stratégies d'achat varient selon les différences socio-économiques. En estimant qu'une personne serait irresponsable sous prétexte qu'on évaluerait qu'elle n'a pas assez rempli son caddie ou au contraire qu'elle a acheté trop de produits peut tenir d'une erreur fondamentale d'attribution. Dans le premier cas, il peut s'agir d'une personne qui, comme évoqué à l'instant, ne peut se permettre de faire de grandes courses. Dans le second cas, il peut s'agir d'un individu qui fait des courses pour plusieurs personnes, voisins ou personnes vulnérables. Pour en savoir plus sur l'erreur fondamentale d'attribution, nous en parlons plus en détail dans cette vidéo. Plus globalement, si nous pensons que nos peurs sont généralement irrationnelles, cela peut nous faire réagir nous-mêmes de manière excessive, justifiant nos propres excès en accusant le comportement des autres. En somme, considérer les individus comme stupides alimente des processus semblables à une prophétie autoréalisatrice. De tels jugements sur l'irrationalité et l'irresponsabilité des individus en temps de crise sont donc non seulement déformés, mais plus encore peuvent alimenter ces mêmes comportements problématiques que l'on croit dénoncer. Pour le dire encore autrement, être responsable en temps de crise consiste notamment à ne pas s'imaginer que l'irresponsabilité fait loi, car à force de voir de l'incivisme à chaque coin de rue, nous participons à la rendre encore plus probable. A l'inverse, en remarquant, en observant et en rendant davantage visibles les comportements prosociaux, on peut participer à les rendre plus nombreux. Et bonne nouvelle, les comportements prosociaux ne manquent pas. Alors, ne passons pas à côté.